Je vais vous parler effectivement d'un avis de l'Observatoire de la laïcité sur la laïcité à l'université. Donc, en raison de la nature de l'émetteur, l'Observatoire de la laïcité, le contenu de l'avis et puis les destinataires, c'est-à-dire les universités, on aurait pu s'attendre à un écho important de la part des médias numériques et pourtant, ça n'a pas été le cas. Alors d'abord, qui est l'Observatoire ? Alors vous voyez l'importance, avant de passer à l'Observatoire, d'un point de vue stratégique, les universités quadrillent l'ensemble du territoire national, que ce soit avec l'université centrale et puis ce qu'ils appellent les universités multipolaires. On voit les IUT souvent qui sont à distance, donc on comprend bien l'intérêt stratégique de pouvoir faire changer la laïcité dans l'université, où on ne compte pas moins de 2 millions d'étudiants si on en croit les chiffres donnés par l'Observatoire de la laïcité en 2015, puisque son avis date du 15 décembre 2015. Donc c'est quelque chose de récent. Alors qui est l'Observatoire ? L'Observatoire a été créé en 2007 par un décret, mais il n'a finalement vu le jour que le 5 avril 2013. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il est la voix de la France pour la laïcité. Il a le monopole de cette voix. Alors, il est constitué de 23 membres nommés, donc pas élus, je le précise, par le pouvoir exécutif. Il est censé assister, je lis le décret, le gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité en France. Il peut s'autosaisir, produire des études et des analyses et est obligatoirement consulté par les ministres, y compris le Premier ministre, sur des projets de textes législatifs ou réglementaires. Donc vous voyez toute l'importance qu'il y a à s'intéresser de près à cet observatoire de la laïcité. Surtout si l'on suit Jean Jaurès, qui dans son discours de Castres en 1904 affirmait qu'il avait le droit de répéter que démocratie et laïcité sont identiques. Alors imaginez qu'on confie la définition de la démocratie à 23 personnes nommées par le pouvoir exécutif. Bon, en tous les cas, c'est ce qu'on fait pour la laïcité. En une période où c'est pas si simple de parler de la laïcité. Alors, quel est le fil conducteur de l'Observatoire de la laïcité ? Selon l'Observatoire, c'est la loi et c'est le rapporteur général de cet observatoire qui s'appelle Nicolas Cadenne, qui s'exprime, et là il le fait en particulier sur l'avis qu'il rend et sur lequel j'ai travaillé. Il dit « Notre approche n'est nullement accommodante, elle est celle du droit. Notre rôle est de veiller à ce qu'il soit appliqué avec fermeté, mais discernement. La loi est suffisante dès lors qu'elle est correctement mise en œuvre. C'est là-dessus qu'il faut être strict. Le problème, c'est que la loi est méconnue, d'où les polémiques totalement injustifiées. Donc, tout viendrait d'une méconnaissance de la loi. Alors, l'avis de l'Observatoire se présente donc comme un texte qui collerait à la loi et aux lois existantes, aux textes existants. Alors, vous le voyez ici que l'Observatoire de la laïcité est lié au service du Premier ministre. Et dans son avis, dans la phrase liminaire, il nous dit qu'il s'est auto-saisi de la question. Donc personne ne lui a demandé de s'intéresser plus particulièrement aux universités, mais il le fait à la suite, dit-il, d'une importante médiatisation de désaccords ou de conflits à ce propos. Donc c'est à cause de la presse, qui pourtant est particulièrement silencieuse sur le sujet, mais elle parle encore trop. Alors, évidemment, on ne peut pas reprendre par le menu tout ce qui est dit, ça fait plusieurs pages, donc je vais me contenter simplement de quelques éléments de droit, puisque c'est le fil directeur de l'Observatoire et que ça fait partie de mes compétences. Donc ici, voici un petit encart que vous pouvez voir à l'écran, page 10 de l'avis. Il dit donc qu'aucun enseignant ne peut se soustraire à ses obligations au motif qu'un ou plusieurs étudiants assistant à son cours porterait des signes religieux qui ne lui conviendraient pas. Un tel comportement constitue une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi et donc une discrimination. Il en serait de même du refus d'enseigner en raison du sexe, du handicap, de l'orientation sexuelle ou de l'origine ethnique d'un étudiant. Alors, ce qui compte ici, c'est la discrimination. Donc, un enseignant-chercheur qui dirait « Non, je ne veux pas faire cours si vous gardez
vos signes religieux ostentatoires seraient coupables de discrimination au regard de la loi. Alors, on n'a pas la loi. On nous dit que c'est interdit par la loi, mais on ne nous dit pas quelle loi. Alors, pour donner du crédit à cette menace de discrimination, cette accusation de discrimination, on va procéder, en tous les cas c'est ce que choisit l'Observatoire, par comparaison. Comparaison avec un refus d'enseigner en fonction du sexe, du handicap, de l'orientation sexuelle ou de l'origine ethnique. Comme si on pouvait se départir de son sexe, du handicap ou de l'orientation sexuelle. Clairement, ce que ne devrait jamais faire un juriste, c'est de confondre le faire et l'être. On peut enlever un signe religieux sans pour autant devenir athée. Le signe n'est qu'une pratique, c'est le faire. Et être d'un certain sexe, eh bien, c'est l'être. Et évidemment, on ne peut pas refuser de faire cours en fonction de l'être de quelqu'un. Donc on a cette invention d'un délit de discrimination qui aurait mérité que la presse s'en empare. Et puis, le texte qui se veut être la copie conforme des lois existantes est curieusement absent en matière de loi. Absence de l'article 123.9 du Code de l'éducation qui garantit l'indépendance et la sérénité des enseignants-chercheurs. Absence aussi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui pourtant fait autorité. On a signé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en 1974, donc on doit absolument s'intéresser au moins à la jurisprudence, puisqu'elle nous sera applicable. Et puis, absence de la loi de 1905, ce qui est quand même particulièrement curieux, même si l'Observatoire dit qu'il y est attaché, mais il n'en tire aucune conséquence. Alors, les journalistes n'ont pas jugé bon de s'y intéresser, et pourtant la Cour européenne des droits de l'homme insiste sur le fait qu'il existe un droit au public à être informé, un droit essentiel dans une société démocratique, et qualifie les journalistes de chiens de garde de la démocratie, le terme est entre guillemets, puisque la Cour européenne reprend ce que les journalistes disent eux-mêmes de leur métier. Le syndicat des journalistes insiste aussi sur la mise en contexte, la hiérarchisation, la mise en forme, le commentaire, etc. Et le Conseil constitutionnel français généralise l'obligation d'honnêteté et de pluralisme de l'information. Donc, on peut s'attendre légitimement à ce que les journalistes fassent leur travail, d'autant qu'il est relativement facile d'aller chercher l'information et de voir si ce qui est annoncé est légal ou pas, est conforme ou pas. Je vous ai mis en incrustation des impressions d'écran. Vous voyez ici un extrait d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, donc qui est accessible, tout est accessible en ligne très facilement, j'ai souligné chien de garde justement, et puis vous avez le bandeau d'un site qui s'intitule Les classiques en sciences sociales, que chacun connaît peut-être, d'un cégep de Chicoutimi au Canada, et qui permet d'accéder à tous les débats sur la loi de 1905. Donc il y a 48 documents, il est très simple d'aller chercher par rapport aux déclarations qui sont faites et de voir si elles sont conformes ou non à la réalité. Donc je passe rapidement pour vous dire que j'ai retrouvé en fait 5 références à cet avis sur la laïcité. Le Monde, Le Figaro, Le Point, L'Étudiant, sachant que pour Le Monde et Le Figaro, c'était dans des pages destinées aux étudiants. Et c'était très factuel, ça reprenait à l'identique ce que disait l'Observatoire. Donc à chaque fois, ça titrait une loi sur le voile à l'université, ni utile ni opportune selon l'Observatoire. Et l'Observatoire qui n'observait que 130 cas, on ne sait pas dans quel délai, on ne sait pas ce que sont les cas, mais bon, sur la partie scientifique, il y aurait aussi à dire, mais on n'a pas le temps ici. Donc, aucune analyse, aucune mise en perspective, aucun contexte, aucune relation avec les lois existantes. Donc, la toile n'a pas vibré, et pourtant, on le sait que c'est le lieu privilégié, l'Internet, pour la formation de l'opinion publique, et c'est très important de le dire. Alors, ce que ne disent pas les médias sur la loi de 1905, et chacun en parle en disant voilà ce que dit la loi de 1905,
Et voici ce que dit l'Observatoire de la laïcité. Donc, alors c'est pas très agréable de voir autant d'écriture. Je vais essayer de vous guider et de lire en même temps que vous. Observatoire de la laïcité, donc, qui dit que Charles Chabert, qui était un des députés de gauche, qui s'est intéressé plus particulièrement au port de la soutane. Donc l'Observatoire dit Charles Chabert demande d'interdire les processions religieuses, ainsi et surtout que le port des vêtements religieux dans la rue, comme le voile des religieuses ou les soutanes. Ceci prend un singulier écho dans nos débats actuels. Aristide Briand estime qu'il s'agirait alors d'une atteinte à la liberté de conscience, et ce, alors même que la loi de 1905 est dite une loi de liberté. Alors si vous allez dans les débats, vous trouvez évidemment le député Chabert, il ne parle pas du tout du voile. En revanche, il parle des soutanes. Et il voudrait que la soutane ne soit plus de mise dans l'espace public et qu'on contraigne les prêtres à ne plus la porter dans la rue et sur la voie publique. Alors Aristide Briand et la commission qu'il dirigeait, puisque c'est lui le rapporteur de la loi, dit « Mais une fois la soutane supprimée, M. Chabert peut être sûr que si l'Église devait y trouver son intérêt, l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait au fait de créer un vêtement nouveau. » Et puis, il va parler de l'Europe et de ce qui se passe ailleurs. Il y a toujours un signe distinctif qui fait qu'on reconnaît. Et donc, l'idée de la commission à l'époque, c'est de dire ce costume n'existe plus pour nous avec son caractère officiel, c'est-à-dire en tant qu'uniforme protégé par l'article 259 du Code pénal. Quiconque jusque-là s'amusait à se déguiser en prêtre était puni pénalement. Là, c'est fini. Disent Aristide Briand et sa commission, il dit « La soutane devient dès le lendemain de la séparation un vêtement comme un autre, accessible à tous les citoyens, prêtres ou non. Donc chacun peut se déguiser en prêtre s'il a envie. » Et à l'époque, on imaginait que les jeunes socialistes allaient ridiculiser l'uniforme à force de le porter et que ça finirait par tomber en désuétude. Ça n'a pas été le cas. Mais en tous les cas, l'État ne reconnaît pas les religions et donc ne reconnaît pas plus le port des vêtements comme étant religieux. Voilà en tous les cas l'avis de 1905. Alors, en 1905, on a parlé d'un article 25 aussi, et l'Observatoire de la laïcité dit Aristide Briand y répond à l'interdiction des processions religieuses et estime qu'il s'agirait alors d'une inacceptable atteinte à la liberté de conscience, et ce, alors même que la loi de 1905 est une loi de liberté, ce que vous entendrez souvent. Alors ça dépend de la définition qu'on donne de la liberté. Celle que donnait Aristide Briand n'est pas du tout la liberté à l'anglo-saxonne qu'on sous-entend souvent. Donc l'article initial proposé par Aristide Briand, je le laisse sous vos yeux comme ça vous pouvez comparer. Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique. C'était radical ce que proposait Aristide Briand. Ça va être légèrement amendé. Et l'idée d'Aristide Briand, c'est que toutes les processions et les manifestations religieuses n'ont pas le droit d'emprunter la voie publique pour les manifestations de leur culte et d'imposer ainsi aux indifférents, aux adeptes d'autres confessions religieuses, le spectacle inévitable de leur rite particulier. L'article 25 apparaît ainsi comme la consécration du principe de liberté et de neutralité. La séparation entre le monde religieux et le monde laïque, comme entre les divers groupements religieux, doit être absolue et définitive. Donc, je vais passer rapidement parce qu'après, on a l'article 26 qui lui est resté à l'identique. Et de la même manière, l'Observatoire de la laïcité dit que Aristide Briand trouverait que ce serait une atteinte inacceptable à la liberté. Or, ça n'est pas du tout le propos d'Aristide Briand qui, au contraire, ne comprend pas que les catholiques tiennent absolument à montrer leurs objets de culte. Votre conscience, dit-il, ne peut-elle être libre qu'à la condition de pouvoir opprimer celle des autres ? Très bien, s'exclament les députés à gauche. Tandis qu'à l'extrême droite, on est moins d'accord avec l'idée. Le comte de Lanjuinet, qui est un député du Morbihan d'extrême droite et royaliste, dit « mais qu'est-ce que ça peut leur faire ?» Alors vous voyez bien qu'on est à front renversé maintenant. Tandis que l'extrême droite récupère la laïcité, la gauche dit « mais qu'est-ce que ça peut leur faire ?» Et donc, il est temps de s'interroger. Alors, quel est l'esprit de la loi de 1905 en quelques phrases ? Voici ce que dit Aristide Briand. Si l'État demeure neutre à l'égard des églises, celles-ci doivent observer une neutralité absolue à l'égard de l'État.
La séparation entre le monde religieux et le monde laïque, comme entre les divers groupements religieux, doit être absolue et décisive. Et enfin, sur l'article 26, qui est l'article 28 actuel, la neutralité stricte de la part ou à l'égard des associations cultuelles, elle est indispensable pour prévenir les troubles et les désordres qui peuvent être occasionnés par la présence d'emblèmes ou de signes religieux. Alors ça, évidemment, vous évoque quelques affaires récentes. Alors, je n'aurai pas le temps de développer ça, je vais rapidement maintenant, mais vous trouverez beaucoup de textes intéressants sur le site des classiques en sciences sociales. Je vous invite vraiment à y aller pour suivre tous les débats qui sont particulièrement intéressants, surtout en ce moment. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme, dont on ne trouve pas la jurisprudence dans l'avis de l'Observatoire, a pourtant une jurisprudence constante depuis 20 ans. Alors, elle s'intéresse particulièrement au port du voile islamique comme signe religieux, puisque ce sont surtout ces affaires-là qui lui ont été soumises, notamment en Turquie. Et donc, pour résumer l'ensemble, disons que, voici ce qu'elle dit, il a été établi que des établissements de l'enseignement supérieur peuvent réglementer la manifestation des rites et symboles d'une religion en fixant des restrictions de lieu et de forme dans le but d'assurer la mixité d'étudiants de croyances diverses et de protéger ainsi l'ordre public et les croyances d'autrui. Donc l'interdiction du port des signes religieux ostentatoires à l'université est parfaitement autorisée par la Cour européenne des droits de l'homme, tout simplement pour le respect de la conscience, de la liberté de conscience d'autrui. Alors, je vais être dans les temps, donc c'est bon. Donc je conclus par quelque chose qui m'interpelle et qui, je l'espère, vous interpellera aussi. Donc, on parle souvent de la loi de 2004, du 15 mars 2004, pour les écoles et les collèges et les lycées, en disant « mais elle ne s'applique pas à l'université ». Et pour cause, les écoles et les collèges et les lycées ont un statut un peu particulier et bénéficient de certaines exceptions, certaines autorisations, notamment pour les aumôneries. On voit dans l'article 2 de la loi de 1905 que dans la mesure où vous êtes dans un établissement fermé, une prison, un hôpital, une école, et que vous n'avez pas la liberté d'aller exercer votre culte ailleurs, eh bien, il faut des aménagements. Donc on a aménagé la loi de 1905. Alors la question des signes religieux à l'école, au collège et au lycée, eh ben, était un petit peu posée. Donc on ne savait pas quelle limite, l'aumônerie, mais oui, est-ce que ça ne peut pas un peu déborder ? La question ne se posait pas du tout et ne se pose toujours pas à l'université où on a une loi pour ça. Et on a un texte qui dit « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ». C'est dans le Code de l'éducation, l'article 141-6. Donc, alors comment se fait-il qu'on contourne la loi ? Et comment la contourner ? Comment on a trouvé une astuce pour contourner la loi ? Il suffit d'affirmer qu'il n'y a pas d'emprise possible. Et dans ce cas-là, on contourne la loi. Et donc, comment affirmer qu'il n'y a pas d'emprise possible ? C'est simple. Et vous allez l'entendre à l'envi, et malheureusement de la part d'énormément d'universitaires, de beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Et on dit, l'âge des étudiants les préserve des pressions religieuses, donc il n'y a pas d'emprise. Et donc, inutile d'appliquer ce texte de loi. Pourtant, notre droit, alors on pense au harcèlement moral, à l'escroquerie, à l'abus de confiance, et j'en passe, et j'en oublie surtout nos institutions comme la Miviludes qui s'occupe des sectes. Les études scientifiques en sciences humaines et sociales démontrent au contraire que les adultes sont sensibles aux pressions psychologiques. Je tiens à insister sur les études en sciences sociales. Il y a 100% des études qui démontrent cette pression psychologique possible sur les adultes. On n'a pas un seul cas d'étude qui démontrerait le contraire. Et d'ailleurs, ni la loi de 1905, ni la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ne sont faites pour les mineurs. Elles peuvent concerner de temps à autre des mineurs, mais ce n'est pas fait pour ça. Donc voilà, j'en termine là et j'attends vos questions et je vous remercie évidemment de votre attention.